micro-entreprise, c'est très compliqué de sous-traiter. Et tu vois que t'as pas beaucoup de poids en tant que freelance, vraiment. C'est pour ça qu'ils se mettent à se brander comme des agences. Les prix sont tellement tirés vers le bas. Il faut toujours vendre plus que ta compétence de base, en fait. À Hollywood, là, il y a des boîtes qui sont en train d'entraîner des intelligences artificielles, donc ils payent des gars des FX super bien. Mais en fait, ils passent leur journée à entraîner des intelligences artificielles. La partie technique est en danger. Le cas de Pardieu, il y a des dingueries qui ont été dites, qui ont été filmées, qui ont possiblement été remontées par France 2. Osama est plus vu comme un gourou. Il a une maîtrise du storytelling qui pourrait être proche des sectes. La scientologie est en train de s'installer en France, à côté du village olympique. Donc, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui voulait se faire avoir. Et là où ça a commencé à partir en... Si tu veux, vas-y, on fait des têtes à la con pour la miniature. Avant que ça commence. Des têtes à la con. Mais ça a commencé en fait. Ça commence comme ça. Attends, tu vas me dire que là, ça va commencer avec moi qui dit oui. On fait des têtes à la con. Exactement. Donc, bienvenue à tous dans le nouveau podcast, nouveau format, avec William Guignot. Ou c'est William, moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Oui, non, je sais pas pourquoi il a dit mon nom, mais bon, au moins c'est bien, les gens ils me connaissent. Ouais, le numéro de sécurité ajoutez-moi sociale. sur LinkedIn, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, ouais. Voilà. Cédric Blun, William Guignot. Donc dans ce nouveau format, on va parler de vidéo, principalement. Actualité. Entrepreneuriat aussi, soloprenariat. Donc ça va être passionnant. Oui. On n'a rien préparé. Rien du tout. On n'a rien préparé, mais par contre on a des thèmes. Oui. Des thèmes à aborder. Des thèmes à aborder. Et je te laisse commencer si tu le souhaites. Choisir un thème. Ok. Au hasard, genre, parce que j'ai une liste comme ça. Prochaine fois, je mettrai pas l'écran face à moi. Moi, il est plus petit, donc je le vois pas. Tu vois, j'ai pas ce truc-là de me regarder. Ouais. Que toi, ouais, c'est vrai qu'il est gigantesque. Même moi, je regarde ton Ouais. écran. On a niqué le watch time. Merci. Ok. Marché du freelance versus agence. Oh, ça y est, On Je commence pourrais pas commencer plus soft, je sais pas, parler de vidéos plus... Là, direct, entrepreneuriat, freelance, bam, bon. C'est que, en fait, il y a de plus en plus de freelance qui se brandent comme des agences. Ils ont raison de le faire. Voilà. Mais c'est ça le débat que je veux lancer sur ce sujet. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Parce que je pense que tu es quand même face... Quand tu te brandes comme une agence, tu es face à d'autres agences. Et t'as pas toujours, dans les appels d'offres ou des trucs comme ça, t'as pas toujours la puissance de frappe d'une agence, tu vois. C'est-à-dire qu'en face, t'es tout seul, tu restes quand même un freelance dans ton fonctionnement, mais t'es face à des grosses agences. Donc ça peut être une strat, mais je pense que ça dépend des clients, tu vois. Moi, je pense que ça peut être une stratégie sur le pricing. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te brander comme une agence, mais comme tu as moins de frais qu'une agence, tu vas forcément demander moins qu'une agence. Et donc, c'est là où ils essaient de gagner du potentiel client. Et j'ai eu le cas dernièrement sur des trucs où tu es face quand même à des agences. Donc, ils ne proposent pas juste de la vidéo. Ils vont proposer toute une stratégie autour avec plusieurs personnes et chaque personne est spécialisée dans son domaine. Et le problème en tant que freelance, c'est que c'est quand même... Tu peux avoir triple casquette, franchement, c'est possible. Mais tu peux pas être à 100% bon dans chaque casquette. Alors que dans une agence, chaque personne peut être un killer dans son domaine, tu vois. Mais il y a autre chose aussi, c'est que quand tu es une agence avec une grosse équipe, une équipe dans le genre cinéma avec un chef opérateur, un cadreur, un réalisateur, ça met plus en confiance le client. Et donc il aura plus tendance à se dire ça c'est une vraie agence par rapport au mec qui est tout seul et qui fait tout, en fait, qui est un vidéaste. Donc t'as pas le même poids. Même au-delà de dire je me brande comme une agence, après à l'appel avec le client, t'as pas du tout le même poids qu'un mec qui dit j'ai une équipe entière, on est tous spécialisés dans notre domaine. Ça revient à ce que tu dis, mais là t'étais plus parti dans les autres aspects comme la stratégie de communication. Oui, parce que c'est ça une agence. Une agence, il y a vraiment plusieurs aspects et c'est un accompagnement plus par rapport à un freelance normalement. Oui. Donc après, il y a une stratégie qui consiste à être en tant que freelance et s'entourer de killers dans chacun de leurs domaines. Par exemple, dans la partie strat, tu sous-traites la partie stratégique et tout ça brandé sous le nom de ton agence. Oui. Donc ça, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes au final ? Ça peut être le meilleur des deux mondes, mais du coup, il faut quand même être sûr d'avoir du chiffre parce que du coup, pour faire ça, le mieux, c'est de pas être en auto-entrepreneur, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de freelances qui sont des auto-entrepreneurs et donc il faut déjà avoir ton entreprise en freelance. Ouais, après ça, c'est une question de statut, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de freelance en SASU, en EURL, en EI même, en entreprise individuelle,
Ce qui te permet de réduire, de déduire tes charges et de pouvoir faire appel à des prestataires. Parce que c'est vrai qu'en micro-entreprise, c'est très compliqué de sous-traiter. Oui. Enfin, c'est possible, mais du coup, faut que tu penses à ta marge. Faut que tu penses à la TVA que tu vas perdre, aux charges que tu ne vas pas récupérer. Et tout ça, c'est de l'argent que tu pourrais investir autrement que dans des cotisations, en fait. C'est ça. Là, tu donnes à l'État, quoi. Un peu plus. On donne déjà assez. Ça y est, il commence à faire le mec de droite. Bah non. C'est un truc de gauche, ça, de dire qu'on te paye trop d'impôts. Ce podcast part en couille. Bah, tu vois, pour le coup, non. Parce que Sardou dit qu'il paye trop d'impôts, alors tu vois... Bah, je sais pas, Non, mais les gens qui disent... Je pensais pas que j'allais parler de Michel Sardou dans ce podcast. Mec, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah non, parce que tu dis, ah non, moi je donne trop, moi j'ai envie de garder ma thune. Alors que la gauche, elle est plus en disant, voilà, faut donner aux gens qui ont besoin. Je pense que c'est le point commun qui est l'un des seuls points communs qui est entre la droite et la gauche, c'est que personne veut payer trop d'impôts. Oui. Bah oui, c'est normal. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, ça fait partie du fonctionnement de l'État, mais bon... Oui, mais la gauche te dit, plus tu gagnes d'argent, plus tu vas payer d'impôts. Bon, on s'éloigne là. Non, mais c'est intéressant. non, mais on ça s'éloigne. Il y a un truc politique. On n'est pas dans le crayon, les amis. Donc, du coup. On n'a pas du tout parlé du marché du freelancing, en fait. On a parlé que du freelance qui se transforme en agence. Ouais. Il n'y a aucune agence qui se brande comme un freelance. Ah bah non, c'est pas ça que je te dis. Mais pourquoi c'est mieux de se brander comme une agence par rapport à un freelance ? Parce que le freelance, c'est quoi en soi, fait, c'est ça que je voulais revenir sur ça. C'est qu'en tant que se brander en tant que freelance, il y a un gros avantage sur l'aspect je suis le seul interlocuteur de mon client. Je peux mettre des choses en place beaucoup plus rapidement. Je suis beaucoup plus flexible. Et en fait, ça me permet de répondre plus rapidement à la demande client et au changement. Parce que en fait, il peut y avoir des demandes clients. Après, elles changent au fur et à mesure du projet. Et toi, en fait, en tant que freelance, vu qu'il y a une seule personne dans le process, tu peux t'adapter très rapidement à ton client. C'est sûr. Mais... Et agence, c'est plus compliqué. Il y a des process, il y a plusieurs niveaux de personnes. C'est un travail plus d'équipe, tu vois. Mais tu vois que t'as pas beaucoup de poids en tant que freelance, vraiment. C'est pour ça qu'ils se mettent à se brander comme des agences, hein, parce qu'il y a tellement de concurrence et les prix sont tellement tirés vers le bas. Ouais. En fait, oui, il y a de plus en plus... oui, parce que le marché du freelancing, c'est... même avec Fiverr et tout, il s'est quand même bien éclaté la gueule même au niveau des prix. Sans parler de Fiverr, tu vois, tu vois quand même que... Quand tu vas... Après, il y a deux choses. Il y a le freelancing en vidéo, il y a le freelancing quand tu es sur le terrain, quand tu fais du tournage. Déjà, là, tu peux pricer un peu plus. Mais quand tu fais du freelancing en tant que monteur, là, les prix se dégringolent vraiment vers le bas et c'est catastrophique. Oui, dans tous les cas, il faut toujours vendre plus que ta compétence de base, en fait. Il faut élargir ta compétence de base et arriver à vendre... un package, et en fait c'est même pas l'histoire de vendre pour vendre plus cher, c'est aussi pour avoir plus de valeur et en fait aider plus ton client en fait, parce que lui si tu fais juste la vidéo, il va devoir prendre un mec pour la stratégie, il va devoir prendre un mec, alors que si tu sais tout faire, en fait t'as une vraie valeur ajoutée en fait par rapport à... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences qui sous-traitent des freelances qui eux sont professionnels dans leur domaine, et du coup ces agences là font appel à ces gars là. Ouais. Oui, pour être plus flexible. Ce sujet 1, hyper intéressant, et j'espère que... Ah, donc ça va être cloué comme ça, sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet... Non, mais en fait... non, en fait, là, t'as vu, on est parti sur un autre sujet, la politique, machin. Mais une fois qu'on a terminé, qu'on a poncé le sujet, je pense qu'on peut passer à un autre, sauf si t'as quelque chose à dire et t'as un pont à trouver entre ce sujet et un autre qu'on n'a pas préparé avant. Si, peut-être que je pourrais faire un point avec un sujet qui est le fait de poster sur LinkedIn. Ouais. Quel est l'intérêt de poster sur LinkedIn ? Quand on est une agence, quand on est un freelance, quand on est même n'importe qui pour son personal branding, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Donc si tu veux répondre, sinon moi... Ouais, du travail. Oui, en vrai, poster... C'est pour ça. Voilà, y a plein de gens qui se disent ça sert à rien de poster sur LinkedIn. C'est vrai que le reach, il a vachement baissé ces dernières années. Parce que je me rappelle que je faisais des posts il y a 2 ans, au début de Blun. Et j'avais des 4000, 5000 impressions et beaucoup plus d'interactions. Et là, on sent quand même que le reach a vachement baissé. Je pense que c'est parce qu'il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de gros.
de gens qui vont, en fait, d'influenceurs qui vont monopoliser un peu l'audience, ce qui est normal, hein, on le voit sur tous les réseaux. Et donc je pense que c'est pour ça que t'as moins de reach. Mais par contre, poster régulièrement versus ne pas poster, c'est toujours mieux de poster en fait, parce que c'est juste histoire de dire vas-y, je suis là, tu vois, j'existe. T'es visible. Mais c'est ça le point. Voilà, parce que tout se passe sur LinkedIn. Tes clients potentiels sont sur LinkedIn quand tu es dans le marché freelance ou même en agence. Mais c'est un point que je voulais aborder du coup, c'est que les vidéastes, beaucoup se mettent en avant sur les réseaux, mais des monteurs très peu. Très très peu, parce que ça garde ce truc de métier de l'ombre. Et du coup, c'est dommage. Et quand j'essaie de pousser des monteurs à être visibles, ils ont vraiment du mal à passer le cap. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté introverti dans le montage qu'il n'y a pas forcément dans les mecs qui sont sur le terrain, sur les tournages. Je pense qu'il y a de ça, ouais, les monteurs sont plus introvertis et donc ils veulent plus rester dans leur coin. Mais du coup, il faut quand même se mettre en avant parce que sinon, tu seras jamais visible. Personne va te toquer chez toi et te dire bonjour, je cherche un monteur. Enfin, je sais pas comment je t'ai connu, mais je viens chez toi. C'est vrai que pour avoir du business, le plus, enfin moi ce que je conseillerais à n'importe qui, le plus rapide pour être visible, c'est LinkedIn en fait. Parce que oui, on peut penser à YouTube aussi, mais YouTube c'est un océan rouge de malade en fait. Il y a trop de contenu, enfin même sur tous les réseaux, tu vois. D'ailleurs, dernièrement, j'ai essayé de me mettre sur TikTok. Donc, j'étais déjà sur Insta et sur YouTube. J'ai peut-être pas les codes, hein, parce que ça n'a pas vraiment marché. Je sais pas si c'est les mêmes contenus qui sont mis en avant entre Reel versus TikTok. Il y a un truc que j'avais déjà entendu, je sais pas si c'est totalement une légende urbaine ou si c'est vrai. C'est les réseaux sociaux comme TikTok qui ne veulent pas que tu montes des vidéos sur un autre logiciel que le leur. Et donc en fait, tu as des métadonnées qui sont dans Premiere Pro. Et ces métadonnées, en fait, elles sont rejetées par TikTok et donc il va te casser l'algorithme parce qu'il retrouve ces métadonnées dans tes vidéos. Ce que tu n'as pas sur Reels, par exemple. Et sur Short, tu l'as pas. Je sais pas du tout. Peut-être que même que tu l'as sur Reels, j'en sais rien, mais t'as l'air quand même d'avoir des bons stats sur Reels. Donc, ouais, j'ai des bons stats sur Reels et en fait, c'est divisé par 10 sur TikTok. Sachant que j'ai posté deux vidéos. Hein. Mais peut-être que t'as raison, c'est ce truc de métadonnées. Ils veulent vraiment que tu crées tout de A à Z sur TikTok. C'est-à-dire même que tu filmes à travers l'app TikTok, peut-être. Ce qui est inconcevable. Bah non, mais après, tu peux passer par CapCut et je crois qu'il y a des liens entre CapCut et TikTok. Donc, ah, ok. Je crois même que c'est le logiciel de montage officiel de TikTok. Donc, ok, CapCut versus Premiere Pro. Je lance les débats. Intéressant. Bah, j'ai testé pour la première fois vraiment CapCut il y a un peu plus d'un mois. Et bah, j'ai quand même été vachement étonné parce qu'il y a quand même des trucs vachement intéressants. Il y a des choses qui sont simplifiées, il y a des choses où dans ma logique de Premiere Pro, j'avais du mal. Notamment la superposition des pistes, tu vois. Nous, on a cette logique de Premiere Pro, comme si tu avais une caméra qui était au-dessus de la timeline. Et donc, en fait, plus c'est haut, plus ça va être en avant. T'as pas du tout comme logique quand tu vas sur CapCut. Et donc, CapCut, c'est simplifié, quoi. C'est une logique de montage vidéo, de logiciel de montage vidéo, simplifié à mort. Mais du coup, ça peut être efficace pour beaucoup de projets et beaucoup de personnes qui veulent pas se prendre la tête à rentrer dans des histoires de points clés. Il y a des points clés sur CapCut ? Il y a des points clés sur CapCut. Ok. Ouais, donc c'est vraiment les Non, il y a quand même beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont... Il y a des templates de transition, des templates de sous-titres animés, t'as des templates d'effets aussi. Donc, tout ça fait en sorte que l'amateur, il va pouvoir déjà faire pas mal de choses sur CapCut. Tu penses que CapCut va détrôner Resolve les Premiere Pro ? Non. Jamais. C'est pas la même utilisation. C'est pas la même cible. Ouais. Oui, c'est pas la même utilisation. Je pense que CapCut, ça va être derrière vraiment pour faire du format court et sur TikTok par exemple, faire vraiment des choses très simples et genre in-house, toi. Ouais, mais enfin, tu vois, pour moi, c'est pareil que Submagic. Tu vois, Submagic qui est l'IA pour faire des sous-titres la plus utilisée, bah, c'est clairement pour une cible amateur. Il y a pas mal d'agences qui utilisent Submagic. Ouais, mais c'est du short. Ça, à part si vraiment ils changent mais même dans leur brand, tu vois, je pense pas qu'ils feraient du format long avec des sous-titres Submagic. Submagic. Non.
Tu vois, ça restera sur du format short. Donc c'est pour du contenu pour les réseaux sociaux. Donc généralement, c'est quand même plus pour du B2C, tu vois. Bah, je pense que CapCut, comme je disais, c'est vraiment c'est intéressant pour certaines utilisations et certaines personnes qui veulent aller droit au but. C'est très facile, la courbe d'apprentissage, elle est assez simple sur CapCut, t'apprends très vite et ça peut être utilisable très rapidement. Là où Premiere Pro, il y a quand même une logique un peu plus professionnelle, un peu plus poussée, où pour faire une action, ça va être un peu plus compliqué que sur CapCut. Donc, mais c'est pas la même utilisation, on peut pas faire autant de choses sur CapCut que sur Premiere Pro. Donc moi je pense que ça détrônera jamais, mais par contre c'est devenu quand même un leader du marché du montage amateur, quoi. Oui. Enfin amateur ou même semi-pro. C'est gratuit et puis là il y a une version gratuite et même la version gratuite est déjà vachement complète. T'as quoi en plus dans la version payante? T'as plus d'effets, t'as des sous-titres différents et t'as aussi des moyens de faire des FX, tu vois, supprimer le fond. T'as plus de personnalisation dans la suppression du fond dans la version pro. Ok. Moi, j'attends vraiment que Premiere Pro prenne la logique de Resolve. C'est-à-dire que il va prendre toutes ses apps, mettre After Effects et Premiere dans un seul super logiciel. Et moi, je crois grave au super logiciel qui intègre tout dans un seul soft. Et en fait, ça serait un gain de temps. Tu ferais tout. Ça serait tellement plus pratique. Et je ne comprends pas. Si, je comprends. En fait, c'est parce qu'en fait, ils ont segmenté chacun de leur app. Et que tu peux juste acheter, louer Premiere Pro ou louer After Et donc, ceux qui veulent Premiere Pro et After, ils vont payer 2 abonnements. Et je pense qu'ils sont dans cette logique un peu... je trouve ça naze, tu vois. Enfin bon, après, c'est pour... oui, c'est pareil que quand ils sont passés au format location par mois, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui. Au début, c'était un achat en one-shot et puis c'est passé en abonnement. Là où DaVinci c'est le seul logiciel professionnel à être sous forme d'abonnement. Avide, forme d'abonnement? Non, c'est achat Avide. Je crois que c'est achat, mais en vrai, j'en sais rien. Ouais, donc c'est le seul logiciel qui est sous forme d'abonnement. Après, ils ont compris. Mais niveau business, c'est le seul logiciel où t'as pas de version gratuite. T'as des versions d'essai. Version d'essai n'est pas la version gratuite. Oui, il y a pas de version gratuite illimitée. Tu peux très bien, tu peux l'avoir gratuitement. Ouais. Avid aussi. Avid aussi a une version gratuite. D'ailleurs, moi, je conseille aux personnes qui veulent pousser un peu plus CapCut d'aller sur DaVinci Resolve, la version gratuite. Ah oui, clairement. C'est gratuit et tu vas apprendre beaucoup plus de choses. Tu vas avoir plus une logique de montage professionnel. Il y a aussi les histoires de nodes pour l'étalonnage, qui est incroyable et qui est utilisé dans le milieu du cinéma depuis de nombreuses années. Donc, le logiciel est incroyable. Mais bon, j'attends que... Moi, comme je te disais, j'ai essayé de passer de Premiere à Resolve. Enfin, je suis en train, c'est en cours. J'ai trop de mal. Alors, la partie étalonnage, 10 fois mieux Resolve, il n'y a rien à dire. La partie montage, j'ai du mal. Putain. Ouais, je suis pareil. J'ai du mal. Après, je me suis pas mis vraiment dedans, mais le peu que j'ai touché à la partie montage, ça me... C'est ça. Et même en mettant mes raccourcis Premiere, parce que je me suis dit, c'est peut-être le problème que j'ai plus la même logique, donc je suis plus lent. Mais même en mettant mes raccourcis Premiere, je sais pas, je sais pas. Il y a un côté un peu trop Final Cut dans Resolve qui me dérange. Et qui fait un peu pas amateur, mais je sais pas. Moi, j'aime bien le minimalisme de Premiere, enfin la simplicité de déplacer les rushs, de tout ça. En fait, j'arrive pas à dire c'est quoi vraiment qui me dérange dans Resolve. La partie montage, je précise. T'arrives plus à changer ta logique de certaines choses? T'es trop vieux, c'est ça? Oui, peut-être. Peut-être, hein. Non, mais je suis grave ouvert à justement apprendre plein de nouveaux logiciels. Mais franchement, j'ai du mal avec cette logique. Je préfère limite faire le montage sur Premiere et étalonner sur Resolve, tu vois. Ah oui, clairement. Et Fusion, c'est génial aussi, par contre. Fusion, c'est génial. C'est vraiment plus compliqué à comprendre la logique parce que on repart sur un peu des nodes, hein. Je crois que c'est aussi des nodes. Mais c'est comme si on dirait limite un circuit informatique. Ouais, mais c'est ouf par contre ce que tu peux faire, mais par contre la logique elle est très compliquée parce que par exemple je veux rajouter un effet sur un texte, il faut que je place mon node au bon endroit, quoi. Ouais, sinon en fait je comprends rien, ton écran est tout noir. C'est là où je préfère la logique After, mais After... After c'est la logique première Photoshop, quoi. Depuis tout à l'heure on parle de CapCut sur ordi.
Mais il y a CapCut sur téléphone aussi. Et est-ce que la plupart des gens l'utilisent pas sur téléphone d'ailleurs, CapCut? Ah Il est oui, pas plus c'est pour ça utilisable. qu'il faut peut-être faire une petite référence à CapCut sur téléphone, que je trouve absolument C'est horrible. Mais c'est horrible, mais qu'est-ce que tu as en face? Première, Rush. Oui, qui est horrible. C'est quoi aussi. cette merde? En fait, qui utilise ça? Donc en fait, t'as pas d'app sur téléphone qui sont super efficaces. En même temps, c'est compliqué quoi. C'est compliqué C'est pas du tout d'avoir précis. la logique. Ouais, c'est pas précis en fait. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. CapCut, vu que leur plus grande base est sur téléphone, ils ont tout intérêt à effectuer leur amélioration sur le sur téléphone. téléphone. Parce que qui utilise il y a des gens qui utilisent sur PC, je suppose, mais quand tu filmes pas avec ton téléphone, peut-être. Ouais, mais tu filmes avec une caméra, tu rentres dans le. Parce que l'avantage de CapCut, c'est d'avoir tout en fait dans ton téléphone. Tu filmes avec, tu montes avec, tu diffuses avec. Ouais, mais franchement, CapCut sur téléphone. Moi, mon problème principal, c'est que c'est pas du tout précis. T'es monteur, c'est pour ta logique de monteur. Pour Oui. un mec qui ne connaît rien en montage, c'est génial, je pense. Ouais. C'est génial parce que c'est hyper efficace en fait. Mais c'est vrai que moi, monter sur téléphone, j'arrive pas. J'ai l'impression de monter. J'ai l'impression de monter avec des moufles. Ça finira en hook, ça, je le sens. Je voulais parler des nouvelles annonces dans Premiere Pro liées à l'intelligence artificielle. Qui, voilà, ils ont bien compris qu'il fallait qu'il y a plein d'utilisateurs Premiere qui sont en train de se barrer vers Resolve. Donc ils poussent à fond l'intelligence artificielle. Ils ont commencé à le faire sur Photoshop, d'ailleurs. Sur After Effects aussi. Sur After Effects aussi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent intégrer ça dans Premiere. Par exemple, tu as un objet derrière en 2 clics, un peu sur la logique d'After et de Photoshop. Tu peux retirer directement cet objet. Bon, en fait, ils veulent juste réimplémenter peut-être encore plus poussé, mais ce qui est déjà fait sur After, sur Premiere directement. Parce que tu as le generative file sur After. Est-ce que c'est pas déjà un début de super app qu'ils sont pas en train d'aller vers une super app parce qu'ils sont en train de mettre des fonctionnalités propres à After Effects dans Premiere Pro. C'est vrai. Mais du coup, à ripper les gars des FX, mais... Bah, si tu commences à pouvoir générer des effets spéciaux comme ça en 2 clics... Mais c'est pas le but en fait de ça serait pas l'intelligence plus simple. artificielle. Ah oui, non, pardon. Ouais, bah là, on revient sur le même truc que les graphistes en PLS quand en Premiere quand en Photoshop ils ont intégré leur. Bah déjà, je sais pas si je t'en ai déjà parlé. À Hollywood, là, il y a des boîtes qui sont en train d'entraîner des intelligences artificielles, donc qui payent des gars des FX super bien. Donc ils les mettent à l'aise. Hein. Mais en fait, ils passent leur journée à entraîner des intelligences artificielles en faisant des FX pour que dans 2-3 ans, quand la loi, tu sais, il y a eu la loi des scénaristes, tout ça, qui ne devaient pas utiliser l'intelligence artificielle, dans 2-3 ans, quand ça sera fini, ils vont pouvoir virer des gars, je sais pas, comment t'appelles des... De quoi? Des VFX artistes. Ouais, en anglais. VFX artistes, ouais, c'est pas mal. Et en français, artiste VFX. Les gars des FX. Les gars des FX. Pour virer tous les VFX artistes et les mettre au chômage, quoi. Comme ça, en fait, les gros studios hollywoodiens n'utiliseront plus que des intelligences artificielles. Tu penses? Bah, c'est ce qu'ils dans leur idée, c'est ce qu'ils ont envie de faire, oui. Ouais, sauf que là, c'est sur la partie effets spéciaux. Il va y avoir des ricochets sur tout. Montage, ça pourrait être une IA. T'expliques en fait ton histoire, t'expliques ce que tu veux voir que par du script. Et même ce serait plus ouf à l'oral. C'est-à-dire tu parles avec l'IA. Ouais, non, sur ce truc-là, je veux que tu reviennes sur le contre-champ. Fais un léger zoom en post-production sur ça. Tu parles avec l'IA et il arrive à retranscrire. Et en fait, t'as plus besoin. En fait, il y a plus. Je pense vraiment que l'avenir, ce sera quoi? Ce sera la diminution des frictions entre l'être humain et la machine. C'est-à-dire que là, on a besoin d'une souris. On a besoin de faire des choses un peu compliquées pour arriver à faire ressortir ce qu'on a dans la tête. Et l'avenir, je pense que ça va être juste, on va discuter comme toi et moi, et l'IA, en fait, va comprendre ce que je veux et va me faire précisément, en discutant, sans mettre les formes, tu vois, c'est comme si c'était un assistant, et il va vraiment, lui, faire le travail technique. Donc je pense que dans l'avenir, la partie technique, effectivement, est en danger. La partie purement technique. Mais après, il faudra quelqu'un qui sache discuter avec l'IA. Ou alors, c'est le réalisateur.
Le réalisateur, il va demander à l'IA Ouais, de, je suis pas de sûr. monter. Je suis pas sûr parce que ça c'est vachement chronophage. Je pense qu'effectivement il y a peut-être des nouveaux métiers qui vont sortir, c'est sûr et certain. Des personnes qui auront bien compris comment fonctionne l'IA et qui vont en fait qui vont faire cette interface homme-machine. Donc ce sera juste des monteurs, mais nouvelle génération. Des monteurs en fait qui ont les connaissances parce que faut pas croire l'IA remplacera pas un monteur parce que il faut avoir quand même les connaissances et il faut avoir la façon de faire passer tes idées. Mais tes idées, elles seront toujours contrôlées par un être humain. Il y a peut-être des films qui vont sortir 100% IA, mais enfin moi j'y crois pas trop, tu vois. Je pense que ça sera juste faciliter le travail du point A à un point B. Oui, parce que là, t'as plein de mini courts-métrages qui sortent en disant ouais, ça a été entièrement fait avec l'IA. Non, ça a été pas fait avec l'IA du tout. Ça a été monté par un humain, ça a été étalonné par des humains. Ça a même... Il y a un court-métrage là qui est sorti il y a pas longtemps, ils ont communiqué à fond dessus en disant ouais, ça a été entièrement fait avec l'IA. Et au fait, quand tu regardes le making-of, bah en fait, les gars, l'IA, ils arrivaient pas à faire ce qu'elle voulait, donc ils ont dû tout retravailler en faisant des FX pour pouvoir faire en sorte que tous répondent en fait, parce que c'est pas du tout l'IA ne sait pas être comment j'ai plus le Chef d'orchestre. Non, c'est même pas ça. Tu vois, si je vois une plante sur un plan, bah faut que ce soit la même plante sur l'autre. Sur l'autre plan. Oh, il arrivera bientôt ça. Ça c'est Bah pas un pour problème. l'instant, c'est clairement pas, il n'y arrive pas du tout. Hein. Et donc ça, c'était vraiment un problème pour ça, pour la continuité de l'histoire en fait. Il n'arrivait pas à faire qu'un personnage ait exactement la même tête d'un plan à un autre. Et donc ils ont du tout retravailler, donc c'est pas du tout fait avec de l'IA. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos comme ça de mecs, souvent même des mecs qui vendent des formations IA, qui voilà ont sorti ce truc de ouais ça y est j'ai fait mon premier film IA et en fait tu te rends compte que derrière il y a de l'After Effects, il y a d'autres outils, il y a même énormément d'outils et c'était même plus simple de le faire directement avec une caméra et des lights. Ouais c'est ça. Mais voilà, c'est la mode, on parle d'IA, pour faire des vues. Toi, t'avais peut-être un autre. Ah mais j'en ai plein. Millennials versus Gen Z. Non, pas sur celui-là. Ah si, on va y aller. Pas sur le premier direct. Bon, non. La Gen Z. Non, mais c'est vrai que tous les deux, on est d'une génération différente, même si, comme je dis tout le temps, j'ai l'impression que t'es un quinquagénaire. J'ai l'impression que t'es pas de la Gen Z. Mais il y a quand même une différence de mentalité, et c'est normal, je pense. Et c'est peut-être bien, je pense. Il y a des pour et des contre. Il y a une conscience quand même qui a changé. Parce que nous, rien que par rapport à l'entrepreneuriat. Mec, j'ai grandi dans une époque. Moi, je me rappelle, je bossais mon CV à l'écrit. J'envoyais les lettres par courrier, les gars. Et en fait, tu stressais. Je sortais d'école et j'étais en angoisse de trouver du travail. Parce qu'en fait, on m'avait mis dans la tête, c'est compliqué, il faut que tu trouves un taf. Bien payé pour que tu puisses faut être salarié, bien payé pour que tu puisses avoir une belle maison, pour que tu puisses être à l'aise dans ta vie et faire ce que tu veux. Et en fait là c'est complètement parti en cette partie-là. C'est-à-dire que dans la nouvelle génération, bon il y a encore heureusement plein de gens qui veulent être salariés et à juste titre parce que c'est quand même il en faut, et même en fait c'est plein d'avantages, on va pas se mentir, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se dire je peux créer ma propre vie sans dépendre de personne, si ce n'est mes clients, tu vois. Et on a pu En fait, notre génération était vachement enfermée dans une case et on devait suivre un petit peu cette route que suivaient nos parents. Et votre génération, vous êtes les premiers. En fin de compte, je pense que vous êtes vraiment les premiers. Et nous, on est un peu entre les deux, donc on est un peu perdu, tu vois. Vous êtes les premiers à prendre conscience que, en fait, vous n'êtes pas obligé de suivre la voie toute tracée. Alors oui, mais en fait, je pense que ça vient avec l'avènement des réseaux sociaux, en fait. Parce que les parents, ils sont toujours là en train de dire « trouve un bon métier, trouve un... » Ah, ça n'a pas changé ? En tout cas, moi, dans ce que je connais, non, ça n'a pas changé. Ça a clairement pas changé, c'est toujours dans l'esprit tu vas acheter une maison, tu vas... Parce que tes parents, c'est de la génération pas millennials, mais encore avant, quoi. Encore avant, mais même ça commence mais quand ? je te parle même pas que de mes parents, je te parle de mon entourage en fait. Après mon entourage, je fais pas le monde entier, c'est clair. Là, je vois avec ce que je te dis avec ce que je vois moi dans ma vie de tous les jours, et je vois que les parents sont toujours là en te disant tu vas acheter une maison, tu vas être salarié, faut que tu gagnes bien ta vie. Hein. Parce qu'ils te renvoient leur peur.
Oui, non mais ça, d'accord, mais du coup c'est grâce aux réseaux sociaux où il y a eu cette ouverture, où il y a eu maintenant limite ce fantasme, en fait ça va peut-être déjà trop loin. On va en revenir parce qu'il y a le côté downside du truc. Et du coup les influenceurs en profitent beaucoup, mais vraiment et la vidéo aussi a permis beaucoup de choses pour prôner l'entrepreneuriat. La vidéo a changé la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'à l'époque, sur Insta, tu pouvais pas mettre de vidéo, il y a quelques années. C'était pas le même impact. Ok, t'avais des photos, t'avais du texte, c'était pas le même impact. Là, depuis vraiment les formats courts, short TikTok Reels, on a vraiment un truc où tu peux rentrer, ça c'est pour le côté négatif, plus dans la tête des gens et en fait leur changer leur mindset. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'on est, même la personne qui dit ouais, moi je suis pas influençable, on est tous influençables. Je te mets 15 000 vidéos à la suite qui parlent du même sujet et qui veulent t'emmener dans un sens. À la fin de ce visionnage de 3 heures, tu penseras comme ce que tu as vu. C'est obligatoire, même que tu sois le plus intelligent du monde. Bah, est-ce qu'on finit déjà sur cette partie-là ou on peut passer sur autre chose? Parce que là, ça me fait penser à un beau pont qui est... Alors, nous, en perso, on aime beaucoup parler de plein de sujets divers. Notamment, dernièrement, on parle beaucoup des sectes. De Raël. Voilà, c'est ça, de Raël. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix qui est très bonne. Moi, je l'ai commencé, je l'ai pas encore fini. Mais, t'en as quel épisode? Là, je vais à l'épisode 2. Donc, vraiment, je sais pas combien il y en a. Hein. C'est une mini-série. Donc. Ouais. Et du coup, en fait, je remarquais, je lui en ai parlé déjà, on en a parlé en off, mais que... Quand tu regardes l'épisode, c'est bien foutu parce que déjà le montage, la mise en scène fait que ça va dans ce sens-là, mais tu regardes l'épisode et tu te dis c'est pas si con ce qu'il raconte, c'est pas si con, et tu te fais prendre en fait au jeu et au bout de 20 minutes il te balance un fait qui fait que bah en fait c'est là une tu te dis c'est pas normal, ouais. Et que bah en fait il y a eu des saloperies qui ont été faites et que là t'es rentré dans le jeu. Regarde-toi, t'as commencé à rentrer et donc là tu comprends que les mecs quand ils rentrent dans une secte comme ça et qu'après ils sortent plus de... Tout le monde a la même façon de penser, bah c'est normal qu'après ils se tirent vers le bas et qu'ils vénèrent un ouais. Parce qu'en fin de compte, on a les pensées de notre entourage, la plupart du temps. On n'est jamais entouré de personnes qui pensent complètement ou alors on n'est pas à la bonne place, quoi. Mais du coup, cet effet de groupe, et c'est ça que cherchent à faire les sectes, ça augmente cette force de pensée vers ces idées-là communes, et c'est ce que font les sectes. Et moi je suis passionné par les sectes. Ouais, enfin, tu sais que je suis pas... oui, bah, je suis un grand malade. Moi aussi ça me plaît beaucoup, mais toi c'est vrai que c'est un autre niveau. Vous savez que la scientologie est en train de s'installer en France, à Saint-Denis, près de un immeuble qui est juste au bord de la Rhin, et vraiment à côté du village olympique, voilà, pour avoir plus d'adeptes. Et en fait moi ça m'a fait poser une question, comment ils font? En fait, la scientologie, il y a tellement une image dégueulasse dans le monde, qui se fait avoir encore aujourd'hui. Donc, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui voulait se faire avoir. Je vous invite pas à le faire. C'est un fou. Non, je vous invite vraiment pas à le faire. Il pourrait finir très mal si t'avais pas su te retenir, en fait. Ouais. Pu, ouais. Non, vraiment, faut pas le faire. Et en fait, je me suis dit, comment ils font pour faire signer des gens, les faire venir. Donc en fait, j'ai été sur le site de la Scientologie, il y a toutes les langues, donc site français de la Scientologie. Vous avez des belles vidéos à l'américaine. La production, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a de la thune. De toute façon, oui, il y a qu'à voir tous les sites de Scientologie, c'est des œuvres d'art. Franchement, c'est des œuvres d'art, c'est super beau. Et du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos. Donc, je me suis mis dans... Bon, ce qui est important de savoir, c'est que j'écrivais à chaque étape ce que je ressentais et où j'en étais, pour savoir à quel moment j'allais flancher. À quel moment j'allais flancher. Donc, du coup, je regarde des vidéos machin. Donc, c'est souvent des documentaires sur des gens où ils te disent que la Scientologie, ça a changé leur vie. Alors, petit rappel, la Scientologie, c'est le mix entre la religion et la science. Mais une science qui est absolument pas fondée et prouvée. C'est-à-dire qu'au final, à la fin, la Scientologie, ça finit par te dire qu'on vient d'une espèce extraterrestre. Voilà. Donc... comme Raël, un peu, en fait. C'est un peu comme Raël, ouais. Et du coup, voilà, c'était pour expliquer la Scientologie. Et donc j'ai commencé à aller sur ce site et il y a une partie en fait découvrir la Scientologie à travers un questionnaire.
un test de personnalité. Et en fait, dans ce test de personnalité, j'ai essayé plusieurs fois en mentant, en mettant... Il vous trouve toujours un problème. Alors oui, on a tous des problèmes forcément, mais il va toujours trouver un problème. Et donc, voilà, ça va faire déjà ressortir le premier problème. Ah, j'ai un problème. Ah, la scientologie peut m'aider. Et ensuite, il y a cette espèce de formation. Donc, on a l'impression que la scientologie, c'est payant. Enfin, c'est payant, je pense, au bout d'un moment. Et moi, je voulais savoir jusqu'où c'était gratuit. Donc, j'ai fait toute la formation gratuite. Donc, c'est des trucs hyper bateaux au début qu'on entend dans la spiritualité, dans les trucs un peu New Age, un peu dev perso. Il n'y a rien d'exceptionnel au début. Tu te dis, oh, ok, d'accord. Tu fais ça vite. Et là où ça a commencé à partir en... c'est quand ils ont commencé à vouloir que je fasse des actes dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'à la fin de certains cours, ils ont dit « Ok, vous allez pratiquer maintenant ce que vous avez appris. Trouvez un couple de personnes dans votre entourage et aidez-les à résoudre un problème. » Et là, en fin de compte, à partir de ce moment-là, j'ai compris une chose. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à isoler les gens de leur entourage. Parce qu'en fait, tu vas aider des gens dans la vraie vie, ça va marcher ou pas, et en fait, tu seras déjà dans le camp de la scientologie. J'ai aidé des gens, waouh, la scientologie m'a aidé, et ça y est, t'es déjà basculé. Et c'est là où j'ai arrêté. Bon, du coup, j'ai pas été tenté, mais je me suis dit, voilà, j'ai compris, j'ai pas été plus loin, et puis ça m'a saoulé. Mais du coup, ça montre une chose, c'est que t'as beau te croire ultra... T'as beau te croire être un humain qui a tes propres pensées, non mais moi je me laisserai jamais avoir là-dedans. Et bah si, tu te fais avoir très très vite. Tu vois, toi qui au final commence à flancher, moi au bout de 20 minutes où je me dis tiens c'est pas mal ce qu'ils font dans la secte, tu vois, et que tu te rends compte que t'es faible, t'es très faible, t'as l'impression d'être un super-héros mais t'es très très faible. Et les grands boss des sectes l'ont bien compris, et en fait utilisent des biais cognitifs pour en fait attirer des gens. Des fois on va dire que c'est les plus faibles, mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout faibles psychologiquement et qui se font avoir, qui ont besoin de trouver un sens. En fait, avec les années, il y a eu un recul des religions, il faut dire ce qu'il y a de plus en plus d'athées, et les gens sont quand même en perte de sens de plus en plus, et ont besoin de se rattacher à des choses dans tous les cas. Donc c'est là où il y a aussi les sectes qui en profitent, il y a aussi le côté New Age qui va en profiter, et souvent derrière c'est pour vendre une formation, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Est-ce que pour toi, c'est pas des gourous un peu les mecs, les mecs qui prônent l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux? Ah putain, le pont de malade, mais putain, il est fou ce mec. Est-ce que Yomi Denzel est un gourou? Ouais, en fait lui-même, je pense que plein de personnes l'ont traité d'un gourou. Ah, plus Oussama. Hein. Ah oui, plus Oussama magnifique. Ouais, Oussama est plus vu comme un gourou. Mais c'est ça veut dire quoi être un physiquement, c'est un gourou, c'est ça qu'ils disent. Mais non, parce que pourquoi c'est plus un gourou qu'un autre, c'est ça? Non, c'est parce qu'il a une maîtrise du storytelling qui pourra être proche des sectes. Il maîtrise parfaitement le storytelling, il sait comment créer de l'émotion dans ses propos, il sait comment te faire la petite étincelle dans son cerveau, ce que font les sectes. Après, il y a des trucs à dire sur lui, mais on peut pas comparer Oussama Ammar et Raël. Oui. Frérot. Et est-ce que quand t'es pas dans le mindset Oussama, que tu bois Oussama, que tu regardes tous les sans permission, est-ce que t'es pas déjà dans une façon de penser avec moins d'ouverture d'esprit et du coup qui est associée à une secte? J'ai du mal à le voir comme ça vraiment, parce que quand t'as un écran devant toi, t'as une sensation plus de liberté, contrairement à quand tu vas vraiment voir quand tu vas dans une secte, que t'as rendez-vous avec une secte, je sais pas. D'accord, va sur le site de la Scientologie et on en reparle. Ok. Et tu verras qu'en fin de compte, et c'est là où on revient sur la puissance de la vidéo. En fin de compte, la vidéo, c'est comme si, limite, à 99%, qu'on était en train de parler, que t'étais face à la personne. Parce que finalement, tu vois les émotions, tu vois tout, t'as l'intonation de voix. Non, je le dis pas. j'ai pas dit. Non, mais de toute façon, j'irai pas me plancher dans la scientologie, je suis trop radin. Ils m'ont pas demandé d'argent pour l'instant. Oui, pour l'instant. Voilà. Ça ne saurait que tarder. Mais par contre, voilà, je refais un warning de fou dessus. Parce que, faites gaffe. Faites hyper attention, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on peut penser être malin et on se fait avoir.
faites hyper attention parce que franchement, moi j'ai vu mes limites et je pense que tout le monde ne voit pas ses limites justement. Tout le monde ne voit pas le moment où il flanche. Donc moi je l'ai vu complètement, tu vois, ça a duré 20 minutes le moment où j'ai commencé à flancher, à me dire c'est pas mal. Mais c'est là où ils sont forts Netflix, les Mais oui, les mais ils sont très très forts. Mais du coup en fait je commençais à me poser la question, pour qui elle est cette série documentaire? Bah je pense que c'est pour sensibiliser face aux sectes quand même. Hein. Mais c'est quand même le mec, ils ont appelé Raël parce que Raël est interviewé. Ouais, je sais, c'est incroyable. Ils ont appelé Raël pour lui dire la plage et tout. On va faire une série à charge contre toi. C'est quand même dingue. Et il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks, pourquoi? Même si c'est de la mauvaise pub, ça lui fait de la en plus il le dit, je m'en fous, ça fait de la pub même si c'est de la mauvaise pub. Il y a pas de bonne ou mauvaise, il y a de la pub. Dans tous les cas, t'as de la pub, en bon ou en mal, t'as de la visibilité. Et lui en fait Netflix l'appelle. Raël, quand même, c'était redescendu, c'est plus dans les années machin. C'est vrai que maintenant, j'entends beaucoup plus et là, parler c'est en train de remonter, série, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont replonger dedans. Ah, moi, je me dis, si lui remonte la série pour la mettre sur son site, c'est bon, hein, il a du super contenu pour 10 ans. Hein. La force du montage aussi, c'est là où tu vois la force du montage. Il enlève tous les points de vue négatifs et il garde que les côtés positifs. Bah, ça me rappelle un film, là, c'est pas du tout fondé parce que j'ai plus du tout le titre. Mais un film où ça se passe sur une planète extraterrestre où c'est des néo-nazis et ils retrouvent le dictateur de Chaplin. Et en fait, le film a été remonté pour faire l'apologie d'Hitler. Et donc, en fait, les néo-nazis, ils montrent ça aux enfants dans les écoles et tout. Et en fait, ça devient qu'ils pensent que... C'est quoi, c'est une série? Non, c'est un film. Je sais plus du tout... on le marquera à l'écran parce que... Ouais, faut que je le retrouve. Et en fait, tout le monde pense que être nazi, c'est bien. C'est sympa, là, sur la Terre, ils ont été cool, les nazis, tu vois. Mais en fait, ça, c'est... Si l'histoire avait été différente, peut-être que c'est ce qu'on penserait aujourd'hui. Parce que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Exactement. Et d'ailleurs, Alterist, je sais pas si t'as vu cette chaîne où il montre si les nazis avaient gagné la guerre, si Charlemagne, machin. Et sacré Charlemagne. qui n'a pas inventé l'école. Et justement, ouais, les vainqueurs écrivent l'histoire. Ouais, c'est sûr. De Cap-Cus, on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on a fait une transition entre les deux quand même. Je sais plus. Ah, je suis pas sûr. Hein. Incroyable. Ah, ça peut être... de toute façon, c'est le concept parce qu'à chaque fois quand on parle... En fait, ça dérive. Ce concept de podcast, il est parti en fait de nos échanges à la base quand on va sur les tournages en voiture et tout. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on met en podcast. Parce qu'on sait que ça part toujours trop loin, nos échanges. Je pense que tu peux lancer un sujet parce que je crois que j'en ai lancé 2, t'en as lancé qu'un. Est-ce qu'on parle un truc soft pour la fin? Oh non. Mec, là on est tellement haut, tu peux pas. On a parlé de secte, de Raël. Ah bah tiens, tu peux pas redescendre. Tu me parlais des viols américains. Je te parlais de rien du tout. si, tu parlais des viols des Américains pendant la libération à la Seconde Guerre mondiale. Oui, d'accord, ok. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est dans le showbiz. On sait tous qu'il se passe des dingueries, que ce soit les producteurs, les acteurs. C'est quoi le showbiz? Musical, vidéo, même cinéma. D'accord. Surtout même dans le cinéma, vu qu'on est on parle beaucoup de cinéma, on va rester dans le cinéma. Est-ce que pour toi, la présomption d'innocence existe toujours avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui? Non. Non. On est d'accord. Je pense que t'es coupable dès le début. Mais en fait, c'est compliqué de dire c'est bien, c'est mal, parce qu'en fait, il faut dénoncer dans tous les cas. Passe, en fait, il faut dénoncer. Il faut qu'on te croie. En fait, dans chaque amélioration, dans chaque libération de parole, t'as des downsides. T'as des côtés en fait qui sont négatifs mais je crois que c'est l'être humain en fait, il va toujours comme l'IA, tu vois, on parlait de l'IA, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Et ça du coup ouais, c'est compliqué. Moi, je sais que je pense que ça fait flipper beaucoup de personnes. Ah oui. Parce que t'es accusé à partir du moment où il y a une accusation, ton image est détruite, tu peux plus faire retour arrière. Donc même si, et je pense que même si à la fin on dit ah non, d'ailleurs c'est déjà arrivé ça, on dit ah non. La plupart du temps c'est classé sans suite. Donc classé sans suite, c'est pas oh non, il a jamais vu. Tu vois? Et je pense que même si c'est oh non, non c'est bon, c'était une fausse accusation, mais je pense que c'est mort en fait. Ah oui, c'est mort. Enfin là je parle surtout des stars, hein, des gens, ouais. des gens vraiment connus. Non, mais même des créateurs de contenu, tu vois, sur YouTube, c'est compliqué. Hein.
Mais en même temps, il y a beaucoup de dingueries dans l'industrie et faut faire bouger les choses, faut changer les choses. Et il y a vraiment des gens qui se sont crus tout permis. Bah, dans le cinéma, les producteurs, c'était une dinguerie. Hein. À Hollywood, c'était une catastrophe. Hein. Tu vois, le cas de Depardieu, c'est quand même... le gars, il a fait des dingueries toute sa vie, mais t'as jamais eu aucune... tu sais pas s'il a violé vraiment quelqu'un. Mais dans tous les cas, vu toutes les dingueries qu'il a faites... Oui, en plus, ça a été filmé. Ça a été filmé. Oui, mais il n'y a pas eu de... Alors, il y a des dingueries qui ont été dites, qui ont été filmées, qui ont possiblement été remontées par France 2, ça c'est encore en suspens. Je sais pas, la petite de 8 ans qui est en train de faire du cheval. Oui, mais tu le vois pas parler. En fait, il y a eu des plaintes qui ont été faites contre France 2, comme quoi peut-être en fait l'audio viendrait où il était en train de parler d'une autre femme. Dans tous les cas, tu parles pas comme ça, mais ils auraient placé cet audio, parce que lui est en off, il est derrière la caméra, ils auraient placé cet audio à ce moment-là pour faire pour faire du débat et pour le montrer encore plus. Ouais, bah, ils ont tout intérêt pour que ça fasse que ça fasse du buzz, quoi. Encore une fois, que ça fasse des vues et tout, mais compliqué de savoir la vérité. Aujourd'hui, est-ce qu'on vit dans un monde où il existe encore une vérité? C'est quoi la vérité? La vérité n'existe pas. C'est un point de vue. C'est la vérité, c'est la point de vue de la majorité. Ah, ça me rappelle T'as déjà vu Rashomon? Non. Et bah Rashomon, en fait, c'est un... T'as plein de points de vue pour un vidéo qui a été fait, en fait. Il y a le point de vue du... C'est une expérience sociale? Non, c'est un film. Ah, c'est un film, okay. C'est un film asiatique. C'est un des plus grands films du cinéma de tous les temps. Hein. C'est étonnant que tu l'aies jamais entendu parler. Et en fait, il a vu une femme et en fait, il y a un jugement et donc en fait, il faut qu'il sache s'il garde son honneur ou pas. Et donc en fait, tu te rends compte que tout le monde ment parce qu'ils veulent tous garder leur honneur dans l'histoire. Et donc en fait, t'as aucune vérité qui est vraie. L'être humain est une merde en fait, tout simplement. Mais l'être humain est une merde, ça je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit depuis... ça fait 1 an, je crois que je l'ai dit. Ouais. Dans la chronique sur Avatar. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, on vit dans un monde où, encore plus exacerbé par les réseaux sociaux, où en fait, il faut que t'aies le point de vue de la majorité. Et si t'as pas le point de vue de la majorité, t'es dans le mensonge, ou alors t'es pas dans la réalité, ou alors t'es dans ton monde, ou alors t'as faux. Bon, c'est même possible qu'on se fasse insulter là, parce qu'on dise ouais pour GG. Non, attends, on n'a pas défendu GG. Non, jamais je l'ai défendu. Ce que je dis, c'est que on sait pas s'il a vu. Voilà ce que je dis. Oui, on sait pas s'il a vu. Après, c'est un personnage controversé quand même. Hein. Oh oui, non, mais clairement, le gars insupportable. Et ce qui est ouf, c'est qu'il s'en bat les steaks, quoi. Cette histoire-là. Il était parti en Russie. Il était parti avec Poutine. Bah là, il paraît qu'il était quand même un peu en dépression, mais bon. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, ça lui a quand même... Bah, je pense à un moment quand même, parce que... Surtout si lui, il est persuadé de pas être vraiment comme ça, tu vois. Parce qu'il y avait le réalisateur, celui qui a tourné ces images, Yann Wax, les images de lui en Corée. Il disait, ouais, mais ça, c'est 3% du temps de GG. C'est vraiment quand il est dans des moments où il est dégueulasse. Bah lui, il s'est fait un peu avoir, quoi, parce qu'il voulait faire un docu sur lui, c'est ça? Et ça a été racheté... Mais ça a été racheté, pas par lui. Enfin, ils sont pas venus le voir lui, ils sont venus voir la société de production. Et donc, en fait, il se dit, ouais, mais moi, on m'a volé mes images. On m'a volé mes images et on a changé certains propos. Parce qu'il défend Gérard Depardieu un peu, non? Il défend, mais justement, il dit... ouais, c'est 3% du temps qu'il est comme ça, Gérard. Sinon, le reste du temps, il est adorable avec tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Ouais, mais quand même, déjà, quand t'es 3% du temps comme ça, c'est peut-être déjà un peu torturé. C'est vrai que les viewers, ils sont peut-être 1% du temps. Oui, c'est vrai. Si on va voir là. Donc, c'est un format tous les 15 jours. Format long. J'aurais envie de continuer, mais il faut arrêter là. Je crois qu'on a 1 heure. Faut arrêter, mais j'ai envie de parler encore avec toi pendant des heures. Moi, j'espère que ça intéressera les gens et tout. Et puis, il va avoir 2 vues, c'est nous 2 qui allons voir parce qu'on va se dire putain, c'était dingue cette discussion. Les mecs, et voilà, ils sont vraiment dans leur monde. Non, mais voilà, le but de ce format, c'est de créer du débat. Et d'ailleurs, dans les prochains épisodes, on aura des personnes en visio et on va parler avec eux, on va débattre avec eux de plein de sujets, hein, pas que de la vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, faut débattre. En fait, nous, on va vous répondre. Débattez avec nous en commentaire, ça peut être très intéressant. Et aussi, likez, abonnez-vous, à la petite cloche. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours, les amis. Prenez soin de vous.